À ma remise de diplôme, ma mère m'a giflé en criant. Ce diplôme est une blague. Mon père a ri. Maintenant il sait que ça ne vaut rien. J'ai souri avec la lèvre fendue. Il ne savait pas ce qu'il venait de perdre. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air derrière le lourd rideau de velours était dense, un cocktail étouffant avec une odeur de poussière accumulée depuis des décennies, du bois ancien de la Seine et des rêves accumulés, certains réalisés, d'autres brisés, de centaines d'étudiants avant moi. Mes doigts, froids et maladroits à cause du trac, s'agrippaient trop fort à la chemise en carton qui contenait mon diplôme symbolique, comme si c'était une bouée de sauvetage au milieu d'un océan d'incertitude. Le chapeau de diplômé, avec sa petite corde dorée qui pendait au bord de ma vision, me semblait ridiculement lourd sur la tête, chaque fil un rappel tangible des innombrables nuits sans sommeil, des 2 petits boulots de week-end que je gardais secrets, des repas sautés pour économiser quelques pesos, quelques dollars, pour les matériaux coûteux de mes maquettes. Moi, Elara Santos, à mes 23 ans, j'étais sur le point de briser une barrière invisible mais puissante dans ma famille. J'allais devenir la première architecte, en fait la première avec un diplôme universitaire. Dehors, le murmure de l'auditorium était un monstre à 1000 têtes, un être vivant qui respirait l'attente. Je pouvais distinguer des sons isolés et je me concentrais, tous impatients, des rires étouffés, le craquement des sièges en bois, le doux bourdonnement des climatiseurs qui luttaient contre la chaleur de la ville. À travers une petite ouverture dans le rideau, je cherchais du regard un acte masochiste que je ne pouvais éviter et je les vis. Ils étaient assis au 3e rang, assez près pour être vus, mais assez loin pour ne pas avoir à feindre un intérêt réel. Mon père Ricardo, avec sa chemise du dimanche qui serrait un peu son ventre, jouait avec son téléphone, son visage éclairé par la lumière bleue de l'écran, totalement détaché de l'événement. Ma petite sœur, Sophia, dans un pur élan d'égocentrisme, prenait un selfie en faisant une moue avec ses lèvres fraîchement peintes d'un rouge vif. Et puis il y avait ma mère, Elena. Elle portait une robe fleurie aux couleurs criardes, trop voyante pour la solennité de l'occasion, ses cheveux parfaitement fixés dans une coque de lac qui défiait la gravité. Nos yeux se croisèrent une fraction de seconde et, dans cet instant, un instant délirant et stupide d'auto-illusion, je crus voir un sourire naître sur ses lèvres. Pas l'un de ces sourires tendus et critiques habituels, mais un qui semblait presque vrai. Mon cœur, qui battait contre mes côtes avec un mélange de trac et de fragile fierté, se calma soudain. Une chaleur tendre et pleine d'espoir, un sentiment que je croyais avoir enterré depuis longtemps, se répandit dans ma poitrine. Peut-être aujourd'hui, me soufflai-je à moi-même, une prière silencieuse dans le chaos de mon esprit. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera différent, peut-être qu'aujourd'hui elle me verra enfin vraiment. Et maintenant, avec une moyenne exceptionnelle de la faculté d'architecture, accueillons avec de chaleureux applaudissements Elara Santos. La voix du recteur résonna dans les haut-parleurs, me tirant de ma rêverie. La lumière d'un projecteur me trouva, m'aveuglant, effaçant le public et me laissant seul dans un cercle blanc et brillant qui se sentait aussi solitaire qu'accusateur. Poussé par cette dernière et pathétique étincelle d'espoir, je fis un pas en avant. Mes talons, les seuls que j'avais, résonnaient sur le plancher de bois avec une cadence solennelle. J'entendis des applaudissements épars de mes camarades, quelques sifflets amicaux du groupe d'amis que j'avais réussi à me faire, ceux qui connaissaient mes luttes. Les visages de mes professeurs au premier rang me souriaient avec une fierté qui semblait réelle, et un instant je m'accrochai à ça. Tout était presque comme je l'avais rêvé. Je marchais vers le centre de la scène, vers le doyen, un vieil homme à barbe blanche qui m'attendait avec la main tendue et un sourire bienveillant. Mais alors un mouvement brusque au 3e rang attira mon attention. Ma mère s'était levée. Avec une détermination glaciale, elle commença à marcher vers l'allée, ignorant les regards confus autour d'elle. Un instant je crus qu'elle allait aux toilettes, qu'elle ne pouvait supporter même pas 5 minutes d'un événement qui ne parlait pas d'elle. Mais elle ne s'arrêta pas dans l'allée. Elle commença à monter les escaliers latéraux de la scène. Le murmure du public se transforma en un silence lourd, plein d'attente et de confusion. Elle s'arrêta juste devant moi, sa silhouette grande et raide projetant une ombre qui me couvrit entièrement, effaçant la lumière du projecteur. Le sourire que j'avais cru voir n'était pas là. Son visage était un masque de mépris froid. « Maman, qu'est-ce que tu fais » murmurai-je. Ma voix était à peine un fil tremblant, la honte commençant à brûler en moi. Elle ne répondit pas par des mots. Sa main, ornée de bagues en or qui brillaient sous les lumières, se leva en l'air. Le temps sembla s'étirer,
devenir épais. Je vis la trajectoire de sa main, l'éclat des lumières sur ses ongles parfaitement vernis de rouge et la haine pure, sans filtre, dans ses yeux. Et puis l'impact, un son sec, brutal et obscène que le micro à côté de moi capta et amplifia, remplissant chaque recoin du vaste auditorium. Un écho que je sus, à cet instant précis, résonnerait dans mes cauchemars pour le reste de ma vie. Ma tête tourna violemment sous la force du coup, ma joue brûlant comme si on m'avait marqué au fer rouge. Un goût métallique et salé de sang envahit ma bouche. Et puis sa voix tranchante, pleine d'un poison distillé pendant des années, résonna dans le silence mortel. Ce diplôme est une blague. Tu as gaspillé notre argent. Derrière elle, comme un cruel bis, j'entendis quelque chose de pire que le coup. J'entendis le rire étouffé de mon père. Un rire court, nerveux et moqueur qui poignarda ce qui restait de mon cœur. L'auditorium entier retint son souffle, un halètement collectif d'incrédulité et d'horreur. Le jour le plus important de ma vie, sur la scène de mon plus grand triomphe, ma mère m'avait exécuté publiquement et mon père avait ri sur ma tombe. L'espoir que j'avais ressenti quelques instants plus tôt devint cendre, et le vent glacé de leur cruauté les emporta pour toujours. La brûlure sur ma joue était une encre, un point de douleur aiguë qui me gardait planté dans le présent, mais mon esprit, dans un acte désespéré d'autodéfense, s'enfuit. Il s'enfuit vers le passé, dans un lieu sombre et silencieux que j'appelais mon musée privé, une galerie lugubre dans ma tête où je collectionnais méticuleusement les souvenirs de chaque blessure, de chaque humiliation. Chaque objet exposé, chaque scène figée dans le temps était une preuve irréfutable que le coup d'aujourd'hui n'était pas un acte isolé, mais la violente culmination de toute une vie de mépris systématique. La première vitrine, éclairée par une lumière froide et vacillante, contenait une paire de chaussures de sport. Elles étaient abîmées, la semelle en caoutchouc presque entièrement décollée au bout, le tissu gris usé et élimé jusqu'à devenir presque transparent. J'avais 15 ans et le cours d'éducation physique était une torture quotidienne. Chaque fois que j'essayais de courir, la semelle décollée se repliait sous mes pieds et me faisait trébucher. Mes camarades se moquaient de moi. J'ai supplié mes parents de m'en acheter des nouvelles, leur montrant le trou qui laissait déjà sortir mon gros orteil. Pas d'argent, et Lara, trancha mon père sans lever les yeux de son journal, ces mots aussi définitifs qu'une porte claquée. Les choses sont très dures, il faut que tu comprennes. Je me sentis misérable et coupable de demander, d'être un fardeau, d'avoir des besoins. Une semaine plus tard, Sophia entra à la maison en agitant une boîte blanche et minimaliste. C'était le dernier modèle d'iPhone. Elle le posa sur la table de la cuisine comme si c'était un trophée de guerre. C'est une nécessité absolue, expliqua ma mère à mon père ce soir-là. Sa voix, pleine d'une tendresse qu'elle n'utilisait jamais avec moi, caressait les cheveux soyeux de ma sœur. C'est pour son image, Ricardo, pour ses contacts sur les réseaux sociaux. C'est un investissement pour son futur. Cette nuit-là, enfermé dans ma chambre, j'essayais de recoller la semelle de mes chaussures avec un tube de colle industriel trouvé dans le garage. L'odeur chimique, âcre et piquante, remplit la pièce, mais le lendemain, au milieu d'une course en cours d'éducation physique, la semelle se détacha à nouveau, cette fois complètement, me laissant pieds nus d'un côté devant tout le monde. Le souvenir n'était pas à propos des chaussures, mais à propos de cette sensation glaciale et douloureuse d'être invisible. Comme si mes besoins les plus basiques étaient des luxes inutiles. Tandis que les caprices les plus absurdes de ma sœur étaient considérés comme des investissements nécessaires. Je me sentais comme un vieux meuble utile dans la maison, pratique pour les tâches, mais sans aucune valeur en soi. Je marchais dans le couloir sombre de ma mémoire vers l'exposition suivante. Accroché au mur, encadré par la plus profonde obscurité, se trouvait le fantôme d'un dessin. C'était un portrait au fusain de Don Ramiro, un vieux vendeur de fleurs qui se tenait chaque jour au coin de notre rue. J'avais passé des semaines entières à travailler dessus après l'école, capturant chaque ride de son visage marqué par le soleil. La tristesse bienveillante et résignée dans ses yeux. J'ai gagné le premier prix au concours d'art du lycée. Je suis rentré à la maison ce soir-là avec le diplôme au ruban bleu et le dessin soigneusement protégé dans une chemise. Mon cœur gonflait d'une fierté si fragile que je craignais qu'elle se brise. Ma mère l'a pris de mes mains, l'a regardé une seconde et ses lèvres se sont tordues en une grimace de dégoût. « Et cette saleté, dit-elle. Sa voix dégoulinant de reproches. Pourquoi insistes-tu à dessiner des choses si tristes et si laides? Tu ne peux pas dessiner quelque chose de joli, comme des fleurs ou des paysages de magazine? Avant que je puisse dire un seul mot pour défendre mon œuvre. Elle l'a froissé sans aucun soin, transformant des heures de ma vie en une boule de papier. Et l'a jeté dans la poubelle de la cuisine,
avec les coquilles d'œufs et les filtres de café usés du matin. Ça va seulement remplir la maison de poussière et de mauvaises ondes. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, debout, regardant la poubelle. Sentant mon talent, mes efforts, ma petite victoire se mélanger avec les déchets. La leçon était brutalement claire. Mes passions étaient inutiles. Mes réussites étaient littéralement des ordures. J'ai commencé à croire que peut-être moi aussi j'étais une ordure. Je me suis mise à me demander dans le silence de mes nuits si c'était moi le problème. Si seulement j'étais plus comme Sophia, plus jolie, plus insouciante, moins intense, moins moi. Si seulement je pouvais changer l'essence de qui j'étais, peut-être alors, juste peut-être, il m'aimerait. Cette idée, cette graine empoisonnée d'auto-reproche a pris racine profondément dans mon esprit. La dernière pièce de mon musée macabre était une robe. Une simple robe bleu marine à la coupe classique que j'avais achetée avec mon propre argent. Gagnée en servant des tables dans un café le week-end. C'était pour le dîner du 40e anniversaire de mes grands-parents. Je me sentais jolie dedans, une sensation si rare et étrange que ça m'effrayait presque. Elle était modeste, elle était élégante. Quand je descendis les escaliers, prête à partir, ma mère me regarda de haut en bas. Son silence au début fut pire que n'importe quel cri. Finalement, elle soupira, un long soupir théâtral et exaspéré. « Tu comptes vraiment sortir comme ça ? Tu ne peux pas mettre quelque chose de plus joyeux ? On dirait une rat de bibliothèque prête à aller à un enterrement. Tu fais paraître toute la famille mal. » Elle se tourna vers Sophia, qui descendait derrière moi, serrée dans une robe rouge éclatante, trop courte, trop moulante. Et lui sourit avec une dévotion qui me donnait envie de vomir. « Toi oui, tu sais comment briller, ma vie. Tu es l'étoile de cette famille. » Je me retournai sans un mot. Je remontai dans ma chambre, j'enlevai la robe bleue et la jetai dans un coin. Je mis un vieux jean et un haut quelconque. Je refusai de redescendre. J'entendis le moteur de la voiture démarrer et le bruit des pneus s'éloignant sur l'asphalte. Il m'avait laissé derrière. Cette nuit-là, assise dans l'obscurité de ma chambre, je compris quelque chose de terrible. Peu importe ce que je faisais, ce que je portais, ce que j'accomplissais ou non. Pour eux, je serais toujours l'erreur dans l'équation. La pièce défectueuse qui ne s'ajustait pas. L'ombre gênante qui ternissait la lumière aveuglante de leur étoile. Ces souvenirs, ces pièces de mon musée personnel, défilèrent dans mon esprit dans la seconde éternelle qui suivit la gifle. Et soudain, la douleur sur ma joue prit une autre signification. Ce n'était plus seulement le coup de ma mère. C'était le poids accumulé des chaussures cassées, du dessin froissé, de la robe bleue abandonnée dans un coin. C'était le poids insupportable d'une vie entière à être méprisée, ignorée et annulée. Et à ce moment-là, en plein milieu de la plus profonde humiliation publique, quelque chose en moi, quelque chose qui dormait et qui était enchaîné depuis des années, commença à se réveiller. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était une clarté froide, tranchante et effrayante. Le musée de ma douleur était sur le point de fermer ses portes pour toujours. Et j'allais être celle qui détruirait le bâtiment. Dans la cacophonie de mon humiliation. Avec le bourdonnement des murmures du public et le battement assourdissant du sang dans mes oreilles. Mon esprit s'éloigna encore plus, cherchant désespérément un refuge. Un antidote contre le poison qui se répandait dans mes veines. Et il le trouva dans le seul endroit où il y avait toujours eu de la chaleur inconditionnelle. Dans le souvenir vif et réconfortant de mon grand-père Matteo. Mon grand-père était un homme silencieux, peu de mots, mais d'une grande sagesse. Il avait de grandes mains noueuses, marquées par une vie entière de travail honnête comme charpentier. Alors que mes parents voyaient en moi une déception ambulante, une liste d'attentes non remplie. Lui voyait du potentiel. Alors que critiquait mes rêves de construire des bâtiments comme étant peu féminins et une perte de temps. Lui m'offrait des livres d'architecture et me donnait les outils pour créer mes premières maquettes. Quand j'avais 16 ans et que mon monde d'adolescente ressemblait à un champ de mine émotionnel. Mon grand-père tomba malade. C'était un cancer lent et cruel qui le consuma peu à peu. Éteignant la lumière de ses yeux mais jamais la vivacité de son esprit. Mes parents allaient le voir de temps en temps. Des visites qui ressemblaient plus à une obligation sociale qu'à un acte d'amour. C'étaient des visites courtes de 20 minutes, pleines de silence gênant. Où ils s'asseyaient loin du lit, regardaient leur téléphone et parlaient du temps qu'ils faisaient. Pas moi. Dès que je sortais du lycée, je courais chez lui. Je m'installais à ses côtés.
Je lui lisais à voix haute les nouvelles du journal le matin. Je lui préparais ses soupes de poulet. Et je m'assurais avec une discipline presque militaire qu'il prenait ses médicaments à l'heure exacte. Mais surtout, je l'écoutais. J'écoutais ses histoires de jeunesse, des histoires d'un Mexique qui n'existait plus, de valeurs oubliées. Et je dessinais. Je m'asseyais dans un coin de sa chambre, imprégné de l'odeur d'antiseptique et de vieillesse. Et avec mon carnet et mes crayons, je dessinais les plans des maisons que je construirais un jour. Des gratte-ciel qui toucheraient les nuages. Il me regardait depuis son lit, avec ses yeux enfoncés dans son visage amaigri. Mais toujours brillant d'une intelligence malicieuse. « Tu as un don, et là, me dit-il un après-midi. » Sa voix était un murmure rauque, comme le froissement de feuilles sèches. « Ne laisse personne, même pas ton propre sang, te dire que tes rêves sont trop grands ou trop petits. Un vrai architecte ne construit pas seulement des maisons, ma fille, il construit des avenirs, il construit des refuges. » Un après-midi, quand la lumière dorée du soleil passait à travers le store, créant des rayures de lumière et d'ombre sur sa couverture, il me demanda de lui apporter une vieille boîte en métal qu'il gardait sous son lit. Elle était rouillée sur les bords et plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Avec des doigts tremblants à cause de la maladie. Il sortit une liasse de papier jauni, pliée et attachée avec une ficelle usée. « C'est pour toi, dit-il en mettant les papiers dans mes mains. C'étaient les actes d'un petit terrain dans le village d'où il venait, à la campagne. Un morceau de terre poussiéreux et couvert de mauvaises herbes, sans valeur apparente pour personne d'autre au monde. Il l'avait acheté des décennies plus tôt avec les premières économies de sa vie. Ça ne semble pas grand-chose pour l'instant, continua-t-il en prenant une respiration. Mais la terre, le terrain, la terre garde toujours sa valeur. Je veux qu'elle soit à toi. Considère-la comme une graine, ma fille. Une graine que je veux que tu plantes pour construire ton propre jardin, un endroit où personne, absolument personne, ne pourra venir arracher tes fleurs. J'ai senti un nœud se serrer dans ma gorge. C'était le plus grand, le plus significatif des cadeaux que quelqu'un m'ait jamais fait, mais il y avait plus. Il remit la main dans la boîte et sortit un petit livret de banque, fin, aux couvertures usées. « Et ça, dit-il avec un demi-sourire fatigué. C'est l'eau pour cette graine. J'ai mis un peu d'argent ici pendant des années. Ce n'est pas une fortune, à peine 150 000 pesos. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Regarde-moi dans les yeux. » Je le regardai et je vis le sérieux dans son regard. Cet argent n'est pas pour des chaussures neuves, ni pour des frais de scolarité, ni pour des caprices. C'est pour une urgence. Une vraie urgence. C'est l'argent que tu utiliseras pour acheter ta liberté si un jour tu as l'impression qu'on te l'a volée. Je n'ai pas complètement compris la profondeur de ces mots à ce moment-là. Mais j'ai senti la solennité de sa consigne comme un poids sacré. J'ai rangé les papiers et le livret au fond de mon armoire, enveloppé dans un vieux t-shirt. Comme un secret précieux entre lui et moi. Mon grand-père est mort 2 mois plus tard, un calme dimanche matin. À son enterrement, ma mère a pleuré plus fort que tout le monde. Un spectacle de douleur si bien joué qu'il aurait pu gagner un prix. Mon père a fait un discours creux sur combien son vieux lui manquerait. Moi, je n'ai pas versé une seule larme. Je suis resté debout en silence, me rappelant le vrai héritage qu'il m'avait laissé. Pas un morceau de terre ni un compte en banque. Mais la croyance inébranlable que j'avais de la valeur, que mes rêves comptaient. Ce souvenir, cette chaleur, fut comme un baume miraculeux sur la plaie ouverte et humiliante de ma joue. Pendant que je me tenais sur cette scène, sous le regard de centaines d'étrangers. L'écho de la gifle de ma mère se mêla au murmure prophétique de la voix de mon grand-père. Achète ta liberté si un jour tu sens qu'on te l'a volée. Soudain, j'ai tout compris avec une clarté qui me glaça le sang. J'ai compris la prophétie cachée dans ces mots. C'était ça, l'urgence. C'était le moment. Le coup ne m'avait pas seulement humilié, il m'avait donné la clé. Il avait brisé la dernière chaîne, vieille et rouillée, d'obligations filiales qui me liaient à eux. Ma mère, par son acte de cruauté absolue, m'avait donné, sans s'en rendre compte, le plus grand cadeau de tous. La justification finale et irréfutable pour utiliser l'héritage de mon grand-père et construire enfin mon propre avenir. Loin, très loin d'eux. Je suis sorti de la scène dans un état de transe, comme une automate. Quelqu'un, je crois que c'était la docteure Morale, ma professeure de théorie de l'architecture, m'a passé un bras par-dessus les épaules et m'a guidé avec une fermeté maternelle. Loin des regards curieux, loin des murmures qui commençaient à gonfler comme une marée d'abeilles en colère.
Je ne me souviens pas avoir récupéré mon vrai diplôme, celui avec mon nom gravé en lettres dorées. Je ne me souviens pas de la fête de célébration dans le jardin de l'université où je devais aller avec mes amis. Mon seul souvenir clair des moments suivants. C'est le visage de ma meilleure amie, Clara, me cherchant frénétiquement dans la foule. Son expression passant en quelques secondes de la joie à la confusion. Puis à l'horreur la plus pure quand elle a vu ma joue enflée et la trace d'une larme sèche mêlée au sang de ma lèvre fendue. Elle n'a pas dit un mot. Parfois, les meilleures amitiés reposent sur le fait de savoir quand le silence est le seul langage possible. Elle m'a simplement pris la main, sa prise était ferme et sûre. Et elle m'a conduite à sa petite voiture cabossée. Le trajet jusqu'à son appartement a été étrangement silencieux. Je regardais par la fenêtre, voyant les lumières de Mexico défiler comme des taches floues. Un tableau impressionniste d'une ville qui soudain me semblait étrangère et hostile. Dans ma tête, l'écho de la gifle et le rire tranchant de mon père se répétaient en boucle infernale. Une torture auditive dont je ne pouvais pas m'échapper. Les jours suivants furent un brouillard de ténèbres et de murs couleur lavande. Je me suis enfermé dans la chambre d'amis de Clara, un sanctuaire de paix avec une petite fenêtre donnant sur une cour intérieure pleine de pots de géranium et de fougères. J'ai bloqué les numéros de mes parents sur mon téléphone, j'ai désactivé mes réseaux sociaux. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de disparaître de la carte de leur vie. Mais eux, comme toujours, ne me l'ont pas permis. La toxicité trouve toujours un moyen de s'infiltrer par les fissures. Les SMS ont commencé à arriver, envoyés depuis le téléphone de ma tante Carmen. La sœur aînée et principale acolyte de ma mère. C'était une cascade de venin et de manipulation émotionnelle. Conçue pour me faire sentir comme la pire personne du monde. Ta mère est détruite à cause de toi. Et Lara ne mange pas, ne dort pas. Tu l'as humiliée devant tous ces gens importants. Comment as-tu pu être si cruel avec la femme qui t'a donné la vie? Ton père est furieux. Il dit que tu l'as manqué de respect d'une manière impardonnable. Tu es une ingrate après tous les sacrifices qu'ils ont faits pour toi. Puis sont venus ceux de ma sœur Sophia, courts, directs et pleins d'un mépris d'ado. Arrête de jouer la victime, tu veux? Tu dois toujours tout gâcher. Maman n'arrête pas de pleurer à cause de toi. Quel égoïste tu es, vraiment. Chaque message était un petit caillou lancé avec précision contre la fenêtre fragile de mon calme. Et, à ma grande honte, j'ai commencé à douter. La voix de ma mère, cette voix gravée au fer dans mon cerveau depuis l'enfance, a commencé à chuchoter dans les coins les plus sombres de mon esprit. Tu exagères. Tu fais toujours tout un drame. Tu es trop sensible. Tu l'as sûrement mérité. Je me suis recroquevillé sur le lit en serrant un oreiller comme un bouclier. Et je me suis demandé si peut-être, juste peut-être, ils avaient raison. Peut-être que j'avais provoqué ma mère d'une façon ou d'une autre. Peut-être que mon orgueil, mon besoin stupide d'être reconnu une fois dans ma vie, l'avait poussé à cet extrême. La violence psychologique est un art pervers. Son chef-d'œuvre, c'est de te convaincre que le pinceau qui te peint en noir et te coince dans un coin, c'est toi qui le tiens. J'étais sur le point de sombrer complètement dans ce marécage de culpabilité et d'auto-reproche. Quand le coup final est arrivé, un message vocal. Je n'ai pas osé l'écouter au début. Mais la curiosité, ou peut-être un besoin masochiste de me punir encore, a été plus forte. J'ai appuyé sur « Lecture ». C'était la voix de ma mère. Son ton n'était pas celui d'une excuse, ni même de la colère. Il était froid, calculateur, sans émotion, comme celui d'une chef donnant des ordres à un employé incompétent sur le point d'être renvoyé. Et écoute-moi bien, et Lara, commençait l'enregistrement. Sa voix était si plate qu'elle glaçait. Ton petit théâtre est terminé. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ta sœur Sophia et elle veut une nouvelle voiture. Ton père et moi, on est un peu à court d'argent. Comme tu es censé avoir un travail, ou au moins en chercher un. Tu vas déposer 20 000 pesos sur mon compte avant vendredi prochain. Considère-le comme le premier paiement de l'énorme dette que tu as envers nous. Clique, le message s'est terminé. Je suis resté à fixer le téléphone, l'air quittant mes poumons dans un sifflement. Ce n'est pas la demande d'argent effrontée qui m'a brisé. C'est l'absolue et monstrueuse absence d'humanité. L'audace, la présomption de croire qu'après m'avoir frappé et humilié publiquement, ils se sentaient encore le droit d'exiger quelque chose de moi. C'était la confirmation finale, la preuve irréfutable que pour eux je n'étais pas une fille. J'étais un investissement, une propriété.
Un investissement raté dont ils essayaient maintenant de tirer le dernier profit avant de le déclarer en faillite. C'était comme si une lumière aveuglante, presque divine, s'allumait dans la pièce sombre de mon esprit. Toute la culpabilité, tout le doute, toute l'autocritique se sont évaporés, se sont dissous. Et ont été remplacés par une rage glacée, pure et cristalline. Une rage qui ne brûlait pas, mais qui focalisait, qui éclaircissait. J'ai montré le message à Clara, mes mains tremblant. Non pas de peur, mais d'une fureur que je ne savais pas posséder. Elle l'a écouté, ses yeux se sont écarquillés. Puis elle m'a regardé en attente. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle à voix basse. Et pour la première fois de ma vie, la réponse fut simple, claire et entièrement la mienne. J'ai pris mon diplôme d'architecte que Clara avait récupéré pour moi. Et posé sur le bureau. Il ne semblait plus être la preuve de ma stupidité de les avoir invités. Il ressemblait à une arme, à un plan. Le plan détaillé de ma nouvelle vie. Je vais faire ce qu'on m'a appris à faire à l'école pendant 5 ans, répondis-je. Ma voix me semblant étrange à moi-même, plus forte, plus ferme, comme celle d'une inconnue. Je vais construire, et la première chose que je vais faire, c'est démolir les fondations de leur monde. Clara m'observait pendant que je marchais de long en large dans la petite chambre. Une énergie nouvelle et fébrile parcourant mon corps. Un torrent d'adrénaline qui, enfin, avait une direction. Elle avait été mon ancre, ma quille et ma voile pendant les 4 dernières années. La famille que j'avais choisie à la place de celle que j'avais eue par le sang. Elle avait assisté, impuissante en tant qu'amie, à d'innombrables appels téléphoniques où la voix de ma mère, sortant du haut-parleur, me réduisait en un tas de larmes. Elle avait vu mon budget nourriture de la semaine disparaître. Pour que je puisse acheter les matériaux les plus basiques pour une maquette. Pendant que Sophia postait sur Instagram des photos de ses cocktails sur une plage à la mode. Clara connaissait chaque recoin et chaque objet de mon musée de douleur mieux que personne. Mais tu ne peux plus continuer à les ignorer, Lara, dit sa voix douce mais avec une lame d'acier. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains. Comme si la chaleur la réconfortait. Mais tu as déjà essayé. Les gens comme eux n'acceptent jamais un non comme réponse. Ils trouveront un moyen d'arriver à toi. Par ta tante, par tes cousins, par n'importe qui. Tu as besoin d'un plan, d'un pare-feu. De quelque chose qui les arrête net une bonne fois pour toutes. Je m'arrêtai devant la fenêtre et regardai les pots de géranium dans la cour. Leurs fleurs d'un rouge vif et défiant. C'étaient des fleurs simples, communes, mais incroyablement résistantes, comme mon grand-père. Et alors, les mots de Clara un pare-feu allumèrent une idée. Une connexion dans mon cerveau qui s'éclaira tout entier. Un architecte ne fait pas que construire, il conçoit aussi des systèmes de protection. Je ne vais pas les ignorer, dis-je en me tournant vers elle. Une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant brillait dans mes yeux. Je vais les affronter. Mais pas sur leur terrain. Pas avec des cris, ni avec des reproches, ni avec des larmes. Ce sera sur le mien. Clara leva un sourcil intrigué. Et c'est quoi ton terrain, exactement? Mon terrain, ce sont les plans, les contrats, les chiffres, la loi. Je pris mon téléphone. Qui jusque-là me semblait être un outil de torture. Et qui soudain paraissait une arme de pouvoir. Mes doigts se déplacèrent avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Je cherchais un numéro dans mes contacts. Un numéro que je n'avais pas composé depuis plus d'1 an. Par un accord tacite de ne pas impliquer les membres sains de la famille. Dans la toxicité de ma maison. Tonton Ravière. Mon oncle Ravière était le frère cadet de mon père. La brebis sensée et pragmatique d'une famille de rêveurs et de dramatiques. Il était expert comptable, un homme de chiffres et de logique. Avec une aversion presque maladive pour le désordre et le drame. Il avait toujours été aimable avec moi lors des réunions de famille. Me demandant des nouvelles de mes études avec un intérêt qui semblait sincère. Mais en gardant toujours une distance respectueuse. Comme s'il ne voulait pas être aspiré dans le tourbillon toxique qu'étaient mes parents. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix calme et familière ne réponde. « Hey Lara, c'est toi? Tu vas bien? Je suis très inquiet depuis que ta tante Carmen m'a appelé avec ses histoires. » Sa voix sonnait sincèrement attristée. Et ce simple signe de préoccupation faillit me faire pleurer. « Je vais bien, tonton. » Ou du moins, je le serai, répondis-je. Surprise par le calme et la froideur de ma propre voix. « J'ai besoin de ton aide,
ou plutôt de ton conseil professionnel. Je lui racontais tout, sans enjoliver, sans me plaindre. La gifle sur scène, le rire cruel de mon père. Les messages de ma tante et de ma sœur, l'exigence d'argent. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Je l'entendis soupirer. Un son lourd, chargé d'une tristesse résignée. La tristesse de quelqu'un qui a vu venir une catastrophe au ralenti pendant des années. J'ai toujours su que ce jour arriverait, ma nièce, dit-il enfin. Et dans sa voix il y avait une note de défaite. Ton père ne va pas bien, et Lara. Son petit commerce d'importation a échoué il y a des mois. Il ne l'a dit à personne, même pas à ta mère. Il s'est remis à parier gros. J'ai bien peur qu'il perde plus qu'il n'a. Et ta mère? Eh bien, elle continue à dépenser comme si rien n'avait changé. Ils sont noyés dans les dettes. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Pas de peine, mais une confirmation froide et dure. Tout s'emboîtait. L'agression, le désespoir pour l'argent. Ce n'était pas seulement de la cruauté pour être cruel. C'était la panique d'un animal acculé. La maison, continua mon oncle, baissant la voix. La maison que tes grands-parents leur ont laissée. Elle est hypothéquée jusqu'à la dernière brique. La banque leur a donné un dernier avertissement. S'ils ne paient pas une grosse somme dans les 3 semaines à venir, la maison sera mise aux enchères publiques. Le mot « enchères » resta suspendu entre nous. Et dans mon esprit les pièces du puzzle complexe que mon grand-père Matteo m'avait laissé commencèrent à s'assembler avec une précision effrayante et brillante. La terre, le compte d'épargne, l'urgence, la liberté. Tonton, dis-je, ma voix n'étant qu'un murmure. Craignant que si je parlais plus fort l'idée s'évapore. Tu te rappelles du testament de grand-père Matteo? Il y eut une autre pause, plus courte, remplie de curiosité. Bien sûr que je m'en souviens. Je suis l'exécuteur. Comment l'oublier? Pourquoi? Il y avait une clause, dis-je. Me rappelant les mots exacts que mon grand-père m'avait fait mémoriser ce jour lointain sur son lit de malade. Une clause sur la gestion de ses biens. Spécifiquement son fonds de pension. Qui, si je ne me trompe pas, était lié à l'équité de la maison, non? Oui, dit mon oncle lentement. Et je pouvais presque entendre les rouages de son esprit de comptable commencer à tourner à toute vitesse. La clause de sauvegarde du patrimoine. Ton grand-père était un homme très malin. Plus que ton père n'a jamais voulu l'admettre. Il a stipulé que si le bénéficiaire principal, ton père, mettait en danger les biens principaux de la famille, spécifiquement la maison, à cause de dettes prouvées ou d'une mauvaise gestion financière, le bénéficiaire secondaire avait le droit de demander la tutelle de ses biens pour préserver le patrimoine familial. Et qui est le bénéficiaire secondaire, tonton, demandai-je. Même si la réponse battait dans mes veines comme un tambour de guerre. Le silence de l'autre côté fut long et profond. Quand il parla enfin, sa voix était teintée d'une nouvelle compréhension. D'étonnement, d'une sorte de fierté posthume pour son père. Toi, dit-il presque dans un souffle. C'est toi, et Lara. Seigneur, ton grand-père l'avait prévu. Il avait vu tout ça venir depuis des années. Un sourire froid, tranchant comme un scalpel, se dessina sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, mais une justice poétique, presque architecturale. Mon grand-père ne m'avait pas seulement donné une graine et l'eau pour l'arroser. Il m'avait laissé le plan maître de la forteresse que j'étais sur le point de construire. Tonton Ravière, dis-je. Ma voix désormais pleine d'une détermination d'acier que je ne savais même pas posséder. Je vais avoir besoin du nom d'un bon avocat, du meilleur que tu connaisses. Et je vais avoir besoin de savoir la date, l'heure et le lieu exact de cette enchère. Les 3 semaines suivantes furent les plus intenses, les plus épuisantes. Et étrangement les plus stimulantes de ma vie. Je fonctionnais avec un mélange de caféine, d'adrénaline et d'une rage froide. Qui était devenu mon carburant principal. Contrairement aux années d'épuisement académique, où chaque nuit sans sommeil semblait un sacrifice. Cette fatigue-là était différente. Elle était productive, pleine d'un but inébranlable. Chaque nuit je dormais seulement 4 ou 5 heures. Mais je me réveillais avant que l'alarme sonne. Avec une clarté mentale que je n'avais jamais connue. Les Lara victimes, celles qui pleuraient en silence et acceptaient les miettes d'affection, étaient restées au sol de cette scène. Les Lara architectes,
la stratège, était maintenant aux commandes de l'opération. Mon oncle Ravière, fidèle à sa parole, me mit en contact dès le lendemain avec Maître Moral. Un avocat d'une 50aine d'années, qui parlait lentement, portait un costume impeccable, et avait des yeux gris qui semblaient avoir tout vu, et ne s'étonnait de rien. Son bureau, dans un vieux bâtiment du centre-ville, était un havre d'ordre et de silence. Un contraste absolu avec le chaos de ma vie. Il était rempli de livres de droit reliés en cuir, du doux bourdonnement d'un purificateur d'air, et il sentait le café fraîchement préparé et le papier ancien. Je lui ai raconté mon histoire du début à la fin, en attendant voir de la surprise, de la pitié ou même de l'incrédulité sur son visage. Je n'ai vu aucun des trois. Il hochait seulement la tête de temps en temps, lentement, en prenant des notes précises sur un bloc de papier jaune avec un stylo plume. La preuve de l'incident à la remise de diplôme est utile, très utile, comme preuve de caractère et pour établir un schéma d'abus. Mademoiselle Santos, dit-il quand j'eus fini. Sa voix était aussi calme et ordonnée que le reste du bureau. Mais la clé juridique ici, comme l'a bien souligné votre oncle, c'est la dette, le défaut de paiement, la mauvaise gestion financière. C'est ça qui active la clause de votre grand-père. C'est tangible, c'est démontrable et surtout, c'est irréfutable devant un juge. La première étape fut d'accéder au compte d'épargne que mon grand-père m'avait laissé. Je suis allé à la banque avec le vieux livret et ma carte d'identité, me sentant comme une espionne dans un film. L'argent était là, intact, accumulant un modeste intérêt pendant des années. 150 000 pesos. Ce n'était pas une fortune à grande échelle, mais comme avait dit mon grand-père, c'était l'eau pour ma graine. J'ai utilisé une petite partie pour payer les honoraires initiaux de Maître Moral. Le reste est resté sur le compte, mon fonds de guerre, mon capital de départ pour l'opération de ma vie. La deuxième étape fut la plus douloureuse émotionnellement. Suivant le conseil de l'avocat, nous avons dû vendre une petite portion du terrain de mon grand-père, pour avoir assez de liquidité pour la vente aux enchères. J'avais l'impression de trahir sa mémoire, de vendre une partie de son héritage. Mais je me rappelais ces mots, construis ton propre jardin, pour construire quelque chose de nouveau et de solide. Parfois il faut nettoyer le terrain et sacrifier une partie du passé. La vente se fit rapidement et en secret grâce à un contact de mon oncle. L'argent obtenu, ajouté à mes propres et maigres économies de plusieurs années de travail, me donna le capital dont j'avais besoin pour entrer dans la bataille de l'enchère. Pendant que Maître Moral préparait la complexe documentation légale pour demander la tutelle du fonds de pension. Un processus qui nécessitait des preuves de la dette de mon père et des témoignages. Je me plongeais la tête la première dans le monde opaque et compétitif des enchères immobilières. Je passais des nuits entières dans la bibliothèque de l'université. Non plus comme étudiante, mais comme chercheuse. Je lus des livres, des articles en ligne, je regardais des tutoriels. J'étudiais les procédures, les termes légaux, les stratégies d'enchères. J'appris ce qu'étaient les enchères par procuration. Comment créer une société anonyme pour que mon nom n'apparaisse nulle part dans le registre public. Clara fut ma complice, ma lieutenante et mon plus grand soutien moral. Elle m'apportait du café et de la nourriture à 3 heures du matin, quand mes yeux se fermaient de fatigue. Elle écoutait mes plans encore et encore, signalant des failles possibles avec une logique implacable. Et surtout, elle me gardait lucide. Elle me rappelait pourquoi je faisais tout ça. « Es-tu vraiment sûr de ça, Ellie ?» me demanda-t-elle une nuit, pendant que je surlignais en rouge les détails de l'annonce de l'enchère. « Tu veux vraiment garder la maison, avec tous les fantômes qui y vivent ?» Je levai les yeux des papiers. Mes yeux brûlaient à cause du manque de sommeil. « Je ne veux pas la maison pour y vivre, Clara », lui répondis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. « Je veux ce que la maison représente. » Ils ont utilisé cette maison comme une arme, comme une cage dorée pour me contrôler toute ma vie. Le temps que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je dis. Et cette maison, on l'a payée avec la sueur de notre front. Je vais les désarmer. Je vais leur enlever leur arme principale, leur symbole de pouvoir. Je vais transformer ma prison en forteresse. Le jour de l'enchère arriva. Je n'y suis pas allé en personne. Cela aurait été trop risqué, trop émotionnel. Maître Moral me représenta à travers la société écran que nous avions créée une semaine plus tôt. Le nom que j'avais choisi était un hommage silencieux, Proyecto Mateo,
SA de CV. Je m'assis dans la petite salle à manger de l'appartement de Clara. Mon ordinateur portable ouvert devant moi. Suivant l'enchère en ligne, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je vis le prix de la maison de mon enfance, de ma prison, grimper. Chaque enchère d'un inconnu était comme un petit coup de couteau. Malgré toute la douleur, c'était la seule maison que j'avais jamais connue. Mais je restais ferme. Quand l'enchère atteignit la limite que nous avions fixée comme maximum. Maître Moral, suivant mes instructions par message, fit l'offre finale. Assez haute pour décourager les spéculateurs, mais juste dans notre budget. Les 60 secondes suivantes. Pendant que le système attendait de possibles contre-offres, furent les plus longues et les plus douloureuses de ma vie. 60. 59. 58. Je les comptais toutes à voix haute. Ma voix, un murmure tremblant, résonnait dans la pièce silencieuse. Et puis les mots apparurent à l'écran, dans un encadré vert. Adjudicada a proyecto Matteo SA de CV. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement refermé l'ordinateur doucement. J'ai respiré profondément, une bouffée d'air qui a semblé être la première depuis 23 ans. Et pour la première fois depuis le jour de la remise de diplôme. J'ai senti que le nœud d'angoisse dans mon ventre commençait à se dissoudre. La première phase du plan était terminée. La structure principale était en place. Maintenant, il était temps que les anciens propriétaires reçoivent leur avis officiel et définitif d'expulsion. Le week-end, juste après que l'achat ait été finalisé au registre public. Un processus que Maître Moral accéléra avec une efficacité impressionnante. Mes parents et Sofia partirent à Cuernavaca. C'était leur échappatoire habituel, leur façon de prétendre que leur problème n'existait pas. Sofia l'annonça sur Instagram avec une série de photos. La première, un selfie dans la voiture avec le titre « Petite escapade du week-end ». Suivi d'une photo de ses pieds au bord d'une piscine. Et enfin l'image qui me donna la nausée, les trois trinquants avec des coupes de champagne. Portant des peignoirs blancs de spa. La publication était géolocalisée dans l'un des hôtels les plus chers de la région. On se détend du stress, disait la légende, suivi d'un emoji avec des lunettes de soleil. L'ironie était si dense, si palpable, qu'on aurait pu la couper au couteau. Il se relaxait avec l'argent d'une carte de crédit qui allait sûrement être annulée. À la veille de perdre littéralement le toit au-dessus de leur tête. Ce samedi matin-là. Pendant qu'ils recevaient probablement des massages aux pierres chaudes. Je reçus un appel de Maître Moral. Les clés de ma nouvelle propriété étaient prêtes. Je suis allé à la maison. Cette fois non pas comme une étrangère l'observant de l'autre côté de la rue. Mais comme sa propriétaire légitime. Je rencontrai un serrurier. Un homme corpulent et peu bavard que mon oncle Ravière avait recommandé. Il travailla avec une efficacité silencieuse. Changeant chaque serrure, celle de la porte principale. Celle de la porte de service. Et même celle du petit portail du jardin arrière. Pendant qu'il travaillait, je restais sur le trottoir à regarder la façade de la maison. C'était une maison à 2 étages, de style classique. Avec une façade en briques rouges et des fenêtres au cadre blanc. La pelouse du jardin de devant était un peu trop longue. Et une tuile du porche pendait, cassée, tristement. Elle était imparfaite. Elle était pleine de fantômes. Mes fantômes. Le fantôme de moi à 10 ans. Caché sous l'escalier, me bouchant les oreilles pour ne pas entendre leurs cris. Le fantôme de moi à 17 ans, pleurant en silence dans l'obscurité de ma chambre. Après que mon père m'eut appelé, une bonne à rien, pour avoir raté un examen de maths. Le fantôme de moi à n'importe quel âge. Me sentant toujours étrangère dans ma propre maison. Quand le serrurier eut fini, après un peu plus d'1 heure. Il me remit un trousseau de clés neuves et brillantes. Voilà, mademoiselle, dit-il en s'essuyant le front. Plus personne ne pourra entrer ici sans votre permission. Leurs mots résonnaient dans ma tête. Sans votre permission. C'était un concept si étranger, si puissant. Je tenais les clés dans la paume de ma main. Le métal était froid, solide et lourd. Réel. C'était le poids de la liberté. Je n'entrais pas dans la maison. Je n'étais pas encore prête à affronter tous ces fantômes. À la place, je montais dans ma vieille voiture, une petite Subaru déglinguée que j'avais achetée avec l'argent gagné en servant des tables. Une voiture que mes parents avaient toujours appelée une épave honteuse. Je la garai de l'autre côté de la rue,
dans un endroit discret. Mais avec une vue parfaite sur la porte d'entrée. Et j'attendis tout le dimanche. Le temps passa lentement, paisiblement. Je lus un livre d'architecture que j'avais en attente. J'écoutais la radio de la voiture. Je mangeais un sandwich jambon-fromage que Clara m'avait préparé. L'attente fut étrangement sereine. C'était le calme avant la tempête. Une tempête que j'avais moi-même conçue, calculée, et que j'étais sur le point de déclencher. Ils arrivèrent juste quand le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de la ville de tons orange et violets. La voiture de mon père, une berline de luxe sûrement à un mois d'être saisie, se gara brusquement devant le garage. Ils descendirent en riant, portant des sacs d'achat avec des souvenirs et des sucreries typiques de Cuernavaca. Ils semblaient détendus, remis de leur week-end de déni et d'auto-illusion. Mon père fut le premier à atteindre la porte en jonglant avec les sacs. Il mit sa clé dans la serrure, la tourna. Rien, le mécanisme ne bougea pas. Il fronça les sourcils, retira la clé, souffla dessus comme si ça allait arranger quelque chose, et la remit. Il força un peu avec un grognement de frustration. Ça ne s'ouvrit toujours pas. « Léléna, cette fichue clé ne marche pas », cria-t-il. Sa bonne humeur s'évaporant instantanément comme de l'eau sur une plaque brûlante. Ma mère s'approcha, l'écartant d'un geste d'impatience. « Ricardo, toujours aussi inutile. Laisse-moi faire, tu as dû la mettre à l'envers. » Elle sortit son propre trousseau décoré d'un pompon rose que, sûrement, Sophia lui avait offert. Elle essaya sa clé. Ça ne marcha pas non plus. Son visage passa de l'agacement à la confusion, puis à une anxiété naissante. Sophia, qui était absorbée par son téléphone, leva enfin les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié comment on ouvre une porte ou quoi? » « Tais-toi, Sophia, » lâcha ma mère. Sa voix était aiguë et tendue. Elle commença à frapper la porte, d'abord doucement avec les jointures. Puis plus fort avec la paume de la main. « Ricardo, fais quelque chose. Appelle un serrurier, vite. » Mon père, rouge de colère et de honte publique, commença à donner des coups de pied en bas de la porte, laissant des marques de ses chaussures sur le bois. C'est ça. Sur qu'ils ont voulu nous cambrioler et ont essayé de forcer la serrure. C'était mon signal. Le moment exact que j'avais visualisé dans ma tête encore et encore. J'ouvris la porte de ma voiture et sortis. Je traversai la rue lentement, sans me presser. Le son de mes pas sur l'asphalte était la seule chose qu'on entendait en dehors de leurs cris frustrés. Ils s'arrêtèrent net quand ils me virent approcher. Leur visage devenant un masque parfait de surprise et de profond mépris. « Je crois que le serrurier ne pourra pas vous aider, » dis-je. Ma voix était étonnamment calme, presque conversationnelle. Je m'arrêtai à quelques mètres d'eux, juste au bord de ma propriété. En fait, ce que vous êtes en train de faire là, donner des coups de pied à la porte. Ça s'appelle une effraction, et ça, je crois, c'est un délit. Le silence qui suivit mes mots n'avait rien à voir avec celui de l'auditorium. Là-bas, c'était un silence de choc et d'horreur. Ici, c'était un silence d'incrédulité pure et absolue. Il était si dense qu'il sembla absorber tous les sons de la rue. L'aboiement lointain d'un chien, le moteur d'une voiture qui passait. Même le bourdonnement des câbles à haute tension. Tous les trois me regardaient comme si je m'étais matérialisé de nulle part. Comme si j'étais une apparition, un fantôme venu troubler leur paix. La confusion qui tourbillonnait sur leur visage était, je dois l'admettre, une scène fascinante. Ma mère fut la première à se ressaisir, comme toujours. Un rire court, sec, sans une once de joie s'échappa de ses lèvres. C'était le son du métal raclant le métal. « L'effraction », répéta-t-elle en savourant les mots avec sarcasme. « Mais tu es devenue complètement folle, et Lara. Je vois qu'en plus d'être ingrate, tu te prends maintenant pour avocate. Ou bien le coup t'a abîmé le cerveau. »« Qu'est-ce que tu fiches ici ?» aboya mon père en faisant un pas menaçant vers moi. Son corps était tendu, ses poings serrés le long du corps. C'était sa posture d'intimidation, celle qu'il avait utilisée avec moi depuis que j'étais enfant. Mais je n'étais plus une enfant. Tu devrais être à genoux quelque part à nous demander pardon pour la honte que tu nous as fait subir. Pas venir ici raconter des bêtises. Sophia, fidèle à son rôle, leva simplement les yeux au ciel avec un dramatique exagéré. Aïe, elle va encore commencer avec son drame de la fille abandonnée. Je vais à la voiture. Prévenez-moi quand le spectacle est fini. Moi,
je ne bougerais pas d'ici si j'étais vous, dis-je. Mon calme imperturbable, mon absence de réaction à leurs insultes, les rendait encore plus fous. C'était comme si je leur parlais dans une langue qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je sortis une enveloppe du côté intérieur de ma veste. Je la dépliai lentement, avec une délibération théâtrale. C'était une copie du certificat de propriété, avec le sceau brillant du notaire. Et le nom Proyecto Matteo SA de CV bien visible en haut. Je tins le papier devant eux, le gardant fermement avec les 2 mains. Pour qu'ils ne voient pas le léger tremblement de mes doigts. Je suis la propriétaire de cette maison, dis-je. Et chaque mot fut comme poser un bloc de marbre dans les fondations de ma nouvelle vie. Et depuis vendredi dernier à 15 heures. Vous n'habitez plus ici. Pendant une seconde, la seule réaction fut le clignement incrédule de leurs yeux. Mon père fut le premier à comprendre, ou plutôt à rejeter d'emblée. Il se mit à rire, un rire forcé, creux, plein de mépris. Toi, propriétaire, s'il te plaît, et Lara. Tu n'as même pas de quoi tomber morte. Avec quel argent tu l'as acheté? Avec les pourboires de tes petits boulots de serveuse. Avec l'argent que m'a laissé grand-père Matteo, répondis-je sans détourner les yeux. Voyant ma réponse le déstabiliser. Le grand-père que toi, tu visitais à peine à l'hôpital. Le grand-père qui a eu confiance en moi, pas en toi, pour prendre soin de son héritage. La mention de son père le frappa comme un coup. Il recula d'un pas, son visage perdit ses couleurs. Et son rire mourut dans sa gorge. Mais ma mère, Elena, ne se laissait jamais intimider par les faits. Sa réalité était celle qu'elle choisissait de croire. Son visage se tordit en un masque de fureur. Menteuse, hurla-t-elle, sa voix montant d'une octave, aiguë et perçante. Mon beau-père ne t'aurait jamais laissé quoi que ce soit, à toi. Tu as toujours été une petite sainte morte. Tu es une vipère ingrate, après tout ce qu'on t'a donné. Et voilà la phrase. La phrase qu'ils avaient utilisée comme un fouet, comme un boulet toute ma vie. Après tout ce qu'on t'a donné. Mais cette fois, le fouet ne m'atteignit pas. Cette fois, j'avais mon propre bouclier. Mais qu'est-ce que vous m'avez donné, répliquai-je. Ma voix montant enfin, non pas d'hystérie. Mais de la force de 23 ans de silence accumulé. Vous m'avez donné des chaussures cassées. Pendant que vous achetiez à Sofia des iPhones de dernière génération. Vous m'avez donné une poubelle pour mon dessin primé. Vous m'avez donné une gifle devant toute mon université. Le jour le plus important de ma vie. Voilà ce que vous m'avez donné. Vous m'avez donné des traumatismes, vous m'avez donné des complexes. Vous m'avez donné une raison d'acier pour être meilleur que vous. Alors oui, merci. Merci de m'avoir donné la motivation dont j'avais besoin. Tu ne peux pas nous faire ça, rugit mon père, retrouvant sa voix. Une voix pleine de l'impuissance du tyran qui réalise que sa victime n'a plus peur. On t'a élevé. Tu as mangé dans notre assiette. Non, dis-je, en avançant d'un pas. Franchissant le seuil invisible du trottoir et posant le pied sur la pelouse qui m'appartenait désormais. J'envahis leur espace pour la première fois de ma vie. Vous m'avez hébergé. Vous m'avez donné un toit et de la nourriture, le minimum que la loi exige. Élever, c'est autre chose. Élever implique de l'amour, du soutien, du respect. Des mots que vous ne connaissez pas. Qui ne sont pas dans votre vocabulaire. Vous avez levé la main pour me frapper. Et moi, j'ai levé mon score de crédit, mes revenus, et j'ai payé votre hypothèque. Alors, pour la dernière fois, je vous demande de quitter ma propriété. Ils restèrent là, complètement abasourdis. Sofia, qui s'était arrêtée à mi-chemin vers la voiture, nous regardait la bouche ouverte. Son téléphone oublié pendant de sa main. Ma mère, en se rendant compte que je ne plaisantais pas. Que c'était réel, qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Fit ce qu'elle faisait toujours quand la réalité ne se pliait pas à ses désirs. Elle se mit à pleurer. C'étaient des larmes de crocodile, bruyantes, théâtrales. Faites pour provoquer la culpabilité et attirer l'attention des voisins. Mais j'étais déjà immunisé contre son poison. Mon père, voyant que l'agression verbale et le déni ne marchaient pas. Et que les larmes de sa femme n'avaient pas l'effet désiré. Devint rouge foncé, presque violet. Un moment, j'ai cru qu'ils allaient partir. Qu'ils accepteraient la défaite. Mais soudain, un sourire mauvais, tordu et laid, se dessina sur le visage en pleurs de ma mère. Elle leva le menton,
me regardant avec pur dégoût à travers ses fausses larmes. Très bien, siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. Garde ta stupide maison. On s'en fiche. J'espère que tu en profiteras. Surtout, j'espère que tu aimeras payer nos retraites. Parce qu'elles sont liées à cette propriété. Petite génie. Échec et mat. La menace de ma mère resta suspendue dans l'air du soir. Sa dernière carte, son soi-disant coup de grâce. Je vis dans ses yeux la certitude de sa victoire. La conviction qu'elle avait trouvé la faille fatale dans mon armure. Le détail caché que moi, dans ma quête naïve et jeune de vengeance, j'avais sûrement négligé. Je la vis échanger un regard triomphant avec mon père. Il hocha la tête, son visage retrouvant un peu de son arrogance perdue. Comme un ballon qui se regonfle. Sophia sourit même, un sourire moqueur et condescendant. Il pensait m'avoir coincé, que la partie était finie pour moi. C'est à ce moment précis, au sommet de leur arrogance, que je les laissais voir mon sourire. Pas le sourire tendu et apeuré que je leur avais toujours offert. Comme un animal blessé. Pas le sourire tremblant que j'avais esquissé sur scène le jour de ma remise de diplôme. Avec la lèvre fendue et l'âme en morceaux. C'était un autre sourire. Il était calme, froid et rempli de la satisfaction silencieuse d'un architecte. Qui voit son projet le plus complexe, avec tous ses calculs et contrepoids, s'exécuter à la perfection, sans une seule erreur. Ah oui, dis-je, mon ton léger, presque amusé. Comme si je commentais la météo. Les retraites. Bien que vous en parliez. En fait, j'allais justement aborder le sujet. Merci de me le rappeler. Je fis un pas de plus, les forçant à se concentrer sur moi. À écouter chacune de mes paroles. Voyez-vous, quand on achète une maison à une vente aux enchères pour saisie, on obtient aussi accès à tous les documents liés à elle. C'est un processus fascinant, très instructif. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Dans les petites lignes de l'hypothèque. Il se trouve que le fonds de retraite de papa, celui qu'il avait construit pendant 30 ans, était en partie financé avec l'équité de la maison. Une seconde hypothèque qu'il avait prise il y a quelques années. Quand son affaire commençait à aller mal. Et dont il ne t'a jamais parlé, pas vrai maman? Le regard de ma mère vola vers mon père. Et dans ses yeux, je vis une nouvelle lumière dangereuse de trahison. La première fissure dans leur alliance. Quand j'ai acheté la maison, continuai-je, savourant chaque mot comme du vin ancien. Je n'ai pas seulement acheté les briques et le toit. J'ai aussi, légalement, gelé ce compte d'équité. Et, suivant les conseils de mon avocat, je l'ai redirigé vers une fiducie familiale. Une fiducie qui, soit dit en passant, est maintenant sous mon contrôle. Toi, tu ne peux pas faire ça, balbutia mon père. Mais sa voix manquait de toute conviction. On aurait dit un enfant pris en flagrant délit de triche. Oh mais bien sûr que je peux, répliquai-je avec assurance. Et ça le fit reculer. Parce que grand-père Matteo, ton père, était bien plus intelligent que toi. Et te connaissait beaucoup mieux que tu ne crois. Dans son testament à celui que tu n'as probablement même pas lu en entier. Il a laissé une petite clause. Un vrai bijou légal. Elle disait, et je cite de mémoire. Si le bénéficiaire principal, c'est-à-dire toi papa, met en danger les biens familiaux, spécialement la maison principale, à cause de dettes de jeu ou de mauvaise gestion financière, clairement prouvé, alors le bénéficiaire secondaire, c'est-à-dire moi, a le droit irrévocable de prendre en main la gestion et la protection de ses biens pour préserver le patrimoine. Le visage de mon père passa du gris cendre au blanc fantomatique. Je pouvais voir la compréhension, dans toute son horreur, l'écraser. Tout ce dont j'avais besoin, c'était une preuve, continuai-je. Ma voix descendant à un murmure conspirateur. Les forçant à se pencher pour entendre. Et vous, avec votre arrogance infinie. Vous me l'avez donné sur un plateau d'argent. La vidéo de la remise de diplôme. Où maman me gifle et où toi tu ris aux éclats. A été filmée par au moins 50 téléphones. 3 de mes camarades, indignés, m'ont envoyé des copies en haute qualité. Ces copies, ajoutées aux avis de saisie de la banque. Et à quelques témoignages sous serment sur tes dettes de jeu. Tonton Ravière a été très coopératif. Ont été présentés au juge la semaine dernière.
Je fis une pause dramatique. Laissant le poids de mes paroles les écraser, les étouffer. Alors, pour répondre à ta question maman. Non, je ne vais pas payer vos retraites. En fait, depuis jeudi matin, vos retraites sont totalement bloquées. Jusqu'à ce qu'un nouveau gestionnaire de la fiducie soit approuvé par le tribunal. Et comme j'ai le pouvoir légal sur la fiducie de grand-père. Et que je suis la seule candidate valable. Je haussai les épaules. Et disons, murmurai-je en me penchant un peu, que vous devriez commencer à mettre à jour vos CV. J'ai entendu dire que dans mon ancienne université, ils cherchaient des concierges. Le salaire n'est pas très bon. Mais au moins c'est un travail honnête. Quelque chose que toi, papa, tu devrais apprendre. L'effondrement fut total et absolu. Ma mère arrêta de pleurer. Et resta la bouche ouverte. Un son étouffé et guttural s'échappant de sa gorge. Le visage de mon père se vida comme un ballon percé. Sa rage et son arrogance remplacées par un vide. Impur et existentiel effroi. Pour la première fois de ma vie. C'étaient eux qui n'avaient plus de pouvoir. C'étaient eux qui étaient à ma merci. Et moi, après une vie à l'amandier. Je n'en avais aucune à leur donner. Je me retournai. Dans un geste à la fois monumental et simple. Je leur tournai le dos. Un geste que je n'avais jamais osé faire en 23 ans. Je sortis les nouvelles clés brillantes de ma poche. Je sentis leur poids solide dans ma main. Je choisis la bonne. Je l'insérai dans la serrure et la tournai. Le son du verrou qui s'ouvrait. Un clic métallique et définitif. Fut le plus satisfaisant et le plus libérateur. Que j'avais jamais entendu. Passer une bonne vie, dis-je par-dessus mon épaule, sans les regarder. Ma voix sans sarcasme. Déclarant simplement un fait. Les dites la même chose à ma sœur. Il me semble qu'elle vient de perdre sa sponsor principale. Pour ses loyers, voyages et caprices. J'entrai et fermai la porte. Le lourd bruit du bois de chêne résonna dans le vestibule sombre et silencieux. Je m'appuyai contre la porte, fermai les yeux. Et écoutai mon corps tendu. Attendant l'explosion inévitable de cris. De coups, d'insultes, de menaces. Mais il n'y eut rien, seulement le silence. Un silence si profond et absolu qu'il faisait presque mal. Quand enfin j'osai regarder par le judas de la porte. Il n'était plus là. La rue était vide. Baignée par la lumière orange des lampadaires. Ils étaient partis. Ils s'étaient évanouis. Je ne ressentis pas l'euphorie que j'attendais. Pas d'explosion de joie vengeresse. Pas d'envie de danser sur les ruines de leur monde. À la place, je sentis une immense, écrasante et paisible sérénité. C'était le silence après une guerre. Une guerre de 23 ans. Menée surtout à l'intérieur de ma propre tête. J'avais gagné, mais maintenant? Comme n'importe quel soldat après la bataille. Il me fallait affronter les ruines. Et apprendre à vivre dans le nouveau paysage de la paix. Les 3 premières semaines dans la maison furent étranges, presque irréelles. Je n'y apportais pas mes affaires tout de suite. Je dormais dans un sac de couchage sur le sol de mon ancienne chambre. Qui paraissait maintenant plus grande et plus vide. Pendant la journée, je vagabondais dans les pièces désertes, chacune étant un écho d'un passé douloureux. Le salon où mon père regardait la télévision à plein volume, en ignorant mon existence. La cuisine où ma mère critiquait chaque bouchée que je mangeais, chaque calorie que je consommais. Le couloir, dont les murs avaient été les témoins silencieux de tant de larmes nocturnes. J'étais en train d'exorciser les fantômes, en les affrontant un par un. Non pas avec peur, mais avec la curiosité d'un archéologue. J'étais en train de déterrer les artefacts de ma douleur pour pouvoir les comprendre et, enfin, les laisser partir. Une nuit, au milieu du salon sombre, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré pour eux, j'ai pleuré pour moi. J'ai pleuré pour la petite fille qui n'a jamais eu un vrai câlin après un cauchemar. J'ai pleuré pour l'adolescente dont le talent a été systématiquement écrasé. J'ai pleuré pour la jeune femme à qui on a volé son jour de gloire. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mon corps se sente vide. Et quand j'ai fini, l'air vicié de la maison s'est senti pour la première fois un peu plus léger. C'est alors que j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas vivre ici. Les fantômes étaient trop nombreux. Mais je n'allais pas non plus la vendre. Donner ce lieu, ce symbole de ma victoire,
à des étrangers me semblait une trahison. Cet endroit, qui avait été ma prison, deviendrait un sanctuaire. J'ai sorti mes vieux outils d'architecture des cartons où je les avais rangés. Ma table à dessin, mes règles T, mes stylos techniques. Et j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à rêver. Je me suis débarrassé de l'horrible papier peint fleuri de ma mère. Des tapis épais et sombres qui semblaient absorber la lumière. J'ai peint les murs en blanc éclatant, une toile propre sur laquelle écrire une nouvelle histoire. En suivant une impulsion, j'ai abattu le mur qui séparait le salon de la salle à manger, créant un espace commun, ouvert et rempli de lumière. J'ai conçu de petites stations de travail, des zones d'études calmes, une cuisine commune moderne et fonctionnelle. Ma passion, l'architecture, la même qu'ils avaient ridiculisée et appelée inutile, est devenue mon outil de guérison. Chaque plan que je dessinais, chaque décision de design que je prenais était un acte de reprise de pouvoir. Je transformais physiquement l'espace de mon oppression en un espace de libération et d'opportunité. J'ai appelé mon projet Casa Mateo, en l'honneur de l'homme qui m'avait donné les graines de ma liberté. Ce ne fut ni facile ni rapide. J'ai utilisé le reste de l'argent de la vente du terrain et toutes mes économies pour commencer les rénovations. J'ai fait une grande partie du travail moi-même le week-end. J'ai poncé des planchers jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai peint des murs jusqu'à ce que mon dos crie. J'ai monté des meubles en kit jusqu'à tard dans la nuit. Quand la nouvelle de ce que je faisais a circulé grâce à Clara et quelques amis de l'université, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens ont commencé à aider. Un camarade de classe qui travaillait maintenant dans une entreprise de construction m'a obtenu des matériaux au prix coûtant. Une ancienne professeure a proposé de donner des ateliers gratuits de finances personnelles aux futurs résidents. La communauté que mes parents ne m'avaient jamais donnée, je la construisais moi-même, brique par brique. Lentement, au cours des 6 mois suivants, Casa Mateo a pris vie. La première résidente fut une fille de mon ancienne université. Une brillante étudiante en art dont les parents ultra-conservateurs l'avaient mise dehors parce qu'elle était gay. Ensuite, un jeune homme qui était sorti d'un orphelinat à ses 18 ans et n'avait nulle part où aller. La maison s'est remplie de vie, d'histoires de survie, de nouveaux rêves fragiles. Elle est devenue tout ce que mon foyer n'avait jamais été. Un lieu sûr, un lieu de soutien, un lieu où les fleurs de chacun pouvaient pousser sans peur d'être arrachées par l'envie ou la cruauté. Elle est devenue le premier et le plus important projet de ma carrière, le seul qui comptait vraiment. Presque une année passa. 12 mois de dur labeur, de petites victoires quotidiennes et d'une paix intérieure que je n'aurais jamais cru possible à atteindre. Casa Mateo n'était plus seulement une maison avec un but. C'était une communauté vivante et prospère. Nous avions reçu quelques dons locaux de petits commerçants du quartier. Et le soutien d'une organisation à but non lucratif qui avait entendu parler de notre projet. Mon histoire, racontée de façon totalement anonyme pour protéger ma vie privée et celle des résidents. Apparue dans une section du journal local, ce qui inspira d'autres à se porter volontaires. Ma vie, pour la première fois, avait un centre, un but qui allait au-delà de ma propre survie. Le fonds de pension de mes parents, désormais sous ma stricte administration, servait à payer les bourses d'études des jeunes qui vivaient dans la maison. Une ironie qui me donnait toujours une sombre satisfaction. Un après-midi d'hiver. Un de ces après-midi de Mexico où l'air est froid et le ciel grisâtre. J'étais dehors sur le porche, en train de tailler des plants de lavande dans de grands pots. L'odeur apaisante de la lavande emplissait l'air. C'est alors que je les ai vus. Ils étaient debout de l'autre côté de la rue. Exactement au même endroit où j'avais garé ma voiture un an plus tôt. La symétrie de la situation était presque poétique. Mais ils semblaient des personnes complètement différentes. Ils avaient l'air plus petits, rapetissés. Comme si le monde leur avait enlevé plusieurs centimètres de hauteur. L'arrogance, cette armure protectrice qu'ils portaient toujours, avait disparu de leur posture. Mon père portait une veste fine et usée, inadéquate pour le froid, et ses épaules étaient tombantes. Ma mère, qui avait toujours été si méticuleuse avec son apparence, avait les cheveux non teints, montrant des racines grises. Et elle se recroquevillait dans son manteau. Comme si elle avait un froid qui lui gelait les os. Ils semblaient 2 étrangers, 2 fantômes délavés d'un passé qui paraissait déjà lointain. Ils hésitèrent longtemps. Comme si un mur invisible les empêchait d'avancer. Finalement, comme s'ils avaient conclu un accord silencieux. Ils traversèrent la rue. Ils s'arrêtèrent sur le trottoir. Sans oser poser le pied sur la pelouse.
de celle qui avait été autrefois leur maison, leur royaume. « Leilara » dit ma mère. Sa voix était un murmure rauque, à peine audible. Le fantôme de la voix autoritaire dont je me souvenais. Elle avait énormément de mal à me regarder dans les yeux. Son regard allait de mes chaussures au sol et revenait. Mon père ne dit pas un mot. Il regardait seulement la maison. Pas avec de la haine, mais avec une expression étrange. Un mélange indéchiffrable d'étonnement, d'appréhension et peut-être, juste peut-être, un peu de regret. Il regardait les fenêtres éclairées de l'intérieur, d'où s'échappaient des rires et une musique douce. Nous avons vécu dans un petit appartement dans la Colonia Doctor. Continua ma mère, comme si elle avouait un terrible péché. Ton père n'a pas eu de chance, il a perdu la voiture. Moi je travaille comme réceptionniste. Chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Sa voix s'éteignit, laissant la phrase suspendue dans l'air froid. Il y eut un long silence lourd. Plein de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites. Plein de tous les ponts que nous avions brûlés. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle leva les yeux et me regarda droit dans les yeux. Et dans son regard, pour la première fois de ma vie, je ne vis pas de haine, ni de mépris, ni de déception. Je vis une défaite absolue, une reddition inconditionnelle. Nous, commença-t-elle, sa voix tremblant visiblement, se brisant sur le dernier mot. Pourrions-nous rester juste une nuit? Le propriétaire nous a demandé de quitter l'appartement. Et il fait très froid. La question resta suspendue dans l'air glacé de l'après-midi. Un nuage de souffle entre nous, aussi fragile que désespéré. Et pendant un instant traître. La petite fille en moi, celle qui avait passé toute sa vie à désirer leur approbation, leur amour. La moindre miette d'affection. Cria à plein poumon dans ma tête. Oui, bien sûr. Entrez. Je voulais leur ouvrir grand la porte. Leur donner une soupe chaude. Leur montrer que j'étais une bonne fille. Que j'étais meilleure qu'eux. Que j'étais enfin assez bien. Mais alors mon regard se détourna. Au-delà de leur silhouette recroquevillée. Vers la grande fenêtre du salon. À travers la vitre, j'ai vu deux des filles qui vivaient dans la maison, assises sur le canapé, en train de rire pendant qu'elles s'aidaient mutuellement à réviser pour un examen. J'ai vu la lumière chaude et dorée qui remplissait la pièce. J'ai vu la vie, l'espoir et l'avenir que j'avais construit, non pas malgré eux, mais précisément à cause d'eux. J'avais trouvé ma vraie famille, et elle n'était pas sur le trottoir en face de moi, tremblant de froid et d'autocompassion. Je me suis tourné vers ma mère. Mon expression n'était ni dure, ni vengeresse, ni triomphante. Elle était simplement calme. J'étais en paix. Je suis désolé, dis-je doucement. Et je le pensais vraiment. J'éprouvais de la pitié pour les personnes vides et brisées qu'ils étaient, incapables de donner ce qu'ils n'avaient jamais reçu. Mais cet endroit a des règles. Et la première et la plus importante ici, c'est le respect mutuel. C'est quelque chose que vous ne m'avez jamais appris. Donc vous ne pouvez pas rester ici. Je pivotais sur mes talons. J'entrais dans ma maison, dans Casa Matteo. Et je fermais la porte. Cette fois, je ne m'appuyais pas contre elle. Je ne restais pas pour écouter. Je continuais simplement à marcher vers la lumière et les rires de ma nouvelle vie. Laissant l'obscurité et le silence dehors, là où ils avaient leur place. Cette nuit-là, le silence dans mon petit bureau qui autrefois était ma chambre d'enfant était différent. Ce n'était plus un silence vide ou plein d'attente. Mais un silence rempli d'une sérénité définitive. Dehors, une fine pluie commençait à frapper doucement les fenêtres. Je m'assis à mon bureau. Mais au lieu de revoir les plans d'un nouveau projet à un petit refuge pour femmes victimes de violences que nous étions en train de planifier, je restais à regarder l'écran noir de mon ordinateur. Le reflet me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine. Elle avait les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Mais l'expression était différente. Il y avait une calme assurance dans son regard. Une force tranquille dans sa façon de tenir ses épaules que Leilara d'il y a un an ne possédait pas. Leilara d'avant se serait effondrée après cette conversation. Elle aurait passé toute la nuit à pleurer. À se torturer avec la culpabilité. À se demander si elle avait été trop cruelle. Si elle aurait dû les laisser entrer. Et si je suis totalement honnête. Une petite partie de moi, un écho fantôme de cette ancienne Leilara, était encore là, chuchotant dans un coin de mon esprit.
Et si ta mère avait vraiment froid? Et si ton père était malade? La compassion n'est-elle pas plus importante que l'orgueil? C'était la voix de la petite fille programmée pour chercher leur approbation à tout prix. Celle qui croyait que l'amour devait se gagner par le sacrifice de soi. Mais une autre voix, plus forte, plus claire et plus sage. La voix de l'architecte de ma propre ville répondit avec une logique inébranlable. Les laisser entrer, même pour une seule nuit, n'aurait pas été un acte de compassion. Ça aurait été un acte d'auto-sabotage. Ça aurait envoyé le message qu'en dépit de tout, leurs actes n'avaient pas de vraies conséquences. Qu'ils pouvaient me frapper, m'humilier, me voler. Et qu'à la fin de la journée, je serais encore là pour nettoyer leurs dégâts. Ça aurait été une trahison, non seulement envers moi, mais envers chacune des personnes qui vivaient dans cette maison. Des personnes qui apprenaient à poser des limites. À dire non. À protéger leur paix. Quel exemple aurais-je été? Si j'avais abattu mes propres murs au premier signe de leur repentir fin? La compassion, compris-je à ce moment, n'est pas une porte ouverte à tous pour venir te piétiner. La vraie compassion, la plus difficile de toutes, c'est l'autocompassion. C'est avoir la force de te protéger toi-même. D'honorer ta propre douleur et ton propre chemin de guérison. Mon acte de compassion n'a pas été de leur claquer la porte au nez. Ça a été de ne pas permettre que leur obscurité vienne de nouveau éteindre ma lumière. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant la rue mouillée et brillante sous la lumière des lampadaires. La rue était vide. Je ne ressentis ni douleur ni culpabilité. Pas même la plus petite pointe de triomphe. Je ne sentis rien. Un vide paisible. C'étaient simplement deux personnes que j'avais connues autrefois. Deux personnages d'un livre que j'avais fini de lire. Et que je remettais maintenant sur l'étagère. Leur histoire, et leur pouvoir sur la mienne, était terminée. Mon histoire, celle que j'étais en train d'écrire, ne faisait que commencer. Je retournai à mon bureau. J'allumai la lampe. J'étalai les plans du nouveau refuge et je pris mon crayon. J'avais un avenir à construire. Et pourtant, parfois, lors des nuits les plus silencieuses, quand la pluie frappe les fenêtres et que le seul son est celui de ma propre respiration, je me demande encore. Je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait. Si la compassion aurait, à un moment, dû l'emporter sur la justice. Je me demande s'il existe un point où le pardon devient une option. Ou s'il y a des blessures si profondes que la seule guérison, c'est la distance. Vous qui avez écouté mon histoire depuis la sécurité de vos vies, qu'auriez-vous fait à ma place? Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour continuer à entendre d'autres histoires qui, comme la mienne, méritent d'être racontées.